Bonjour à tous. Donc moi, c'est Issam, directeur de l'équipe data chez Implicity, une startup que je vais vous présenter, et plus particulièrement le projet Hydro qu'on a mené en collaboration avec le HDH et justement en utilisant les données SNDS. Donc Implicity, c'est une startup qui a été fondée en 2016 par un médecin cardiologue, Arnaud Rosier, et le but, c'était de remplacer un peu toutes les plateformes à distance existantes qui étaient mises à disposition par les fabricants d'implants, type pacemaker, défibrillateurs, etc., pour les patients implantés par des prothèses cardiaques. Et donc les principaux, c'est Medtronic, Biotronic, Abbott, etc. Et donc l'idée, c'était d'essayer d'harmoniser tout ça, d'avoir une interface qui soit unifiée, de bien structurer les données, de faciliter le fait qu'ils puissent remplir des rapports, faciliter le fait qu'ils puissent avoir accès à des données cliniques. Et donc, typiquement, ils peuvent par la suite faire des projets de recherche. On a un outil d'ICRF OpenClinica qui est directement intégré avec la plateforme également. Et l'objectif principal derrière, c'était de permettre un workflow pour les équipes médicales qui soit basé sur l'état du patient, donc qui priorise les patients par alerte, plutôt que par je me suis connecté à la plateforme Abbott en premier, donc je traite les patients de Abbott en premier. Et donc la problématique qu'on a voulu adresser une fois que la plateforme a été développée, qu'on a collecté un bon historique de données et le consentement pour les utiliser pour de la recherche, c'est d'adresser le problème de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est un problème qui est très grave entre guillemets pour les patients en tant que tel. Il y a le taux de réhospitalisation très élevé, le taux de mortalité à 1 an ou 5 ans est également très élevé. Mais c'est aussi l'un des premiers postes de coût pour les systèmes de santé dans les pays développés. Et donc la problématique que nous on avait, c'est que côté Implicity, on a accès aux données d'un plan. On avait accès pour certains centres aux données d'hospitalisation par exemple, mais elles étaient souvent remplies à la main, donc pas très fiables. Et donc il nous manquait toutes les données de type hospitalisation, médicaments à grande échelle. L'objectif, c'était de développer cet algo Hydro, donc c'est un medical device qui aurait une sorte de score produit quotidiennement une fois par semaine et qui mesure le risque d'avoir une hospitalisation pour insuffisance cardiaque sous 30 jours. Et donc l'idée, c'est qu'il lève une alerte qui dise attention, ce patient a dépassé le niveau de risque établi pour l'insuffisance. Il y a un vrai risque d'insuffisance cardiaque à 30 jours. Donc il y a deux niveaux, il y a le score et il y a le système d'alerting qui est construit par-dessus. Et ce qu'on attendait d'un tel système, c'est de pouvoir faire là aussi une meilleure stratification du risque patient, pouvoir faire prioriser aux équipes médicales les patients par gravité d'insuffisance cardiaque et pas justement par analyse de données d'implant directement, ce qui est assez difficile de connecter un niveau d'activité ou un rythme cardiaque ou même parfois un ECG à l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et donc le but, c'est d'éviter soit la première hospitalisation, soit raccourcir la durée de l'hospitalisation en l'anticipant de quelques jours, ce qui permet un meilleur outcome pour le patient, soit carrément d'éviter l'hospitalisation si on s'y prend suffisamment à l'avance. Et donc, on a démarré cette collaboration en mélangeant les données d'à peu près 20 000 patients côté Implicity avec les données de 3,8 millions de patients soit implantés, soit avec un historique d'insuffisance cardiaque côté SNDS, ce qui nous a permis de mélanger du coup les données d'implants. Donc, comme je disais, c'est des séries temporelles avec des statistiques quotidiennes sur l'activité, le rythme cardiaque, la charge atriale, etc. Enfin, on a les épisodes aussi, il y a pas mal de données. Et les données du SNDS, notamment les hospitalisations, mais comme je disais aussi, il y avait les données de décès, de médicaments, et on pouvait reconstruire à partir de ça les comorbidités, etc. Et donc les premiers résultats qu'on a eus, je ne peux pas les partager malheureusement parce que c'est encore confidentiel, mais ils sont excellents et nous ont permis déjà de déposer un dossier pour marquage CE et clearance FDA aux États-Unis. Donc c'est plus ou moins au même niveau que l'état de l'art des fabricants, voire même un peu meilleur dans le sens où le taux de faux positifs de notre algo est plus faible, ce qui permet d'éviter d'ajouter de la charge aux équipes médicales. Et ce qu'on espère du coup pouvoir apporter aux patients et au marché, c'est un algorithme qui ne soit pas spécifique à une marque. Parce que les algorithmes de prédiction d'insuffisance cardiaque de Medtronic, par exemple, triage HF, il est spécifique aux appareils Medtronic compatibles avec leur avec la collecte d'impédance thoracique. Pareil pour Boston Scientific, leur algorithme ArtLogic est compatible qu'avec un certain ensemble de défibrillateurs. Donc ici, l'algo Hydro, sur la plateforme Implicity, on clique sur un bouton et il peut être activé sur n'importe quelle cohorte de patients implantés avec des défibrillateurs. Autre innovation importante, c'est qu'on l'a aussi développé pour les pacemakers et les CRTP, donc les appareils de resynchro de type pacemaker, ce qui permet de monitorer de manière encore plus large des populations à risque
et ce qui n'est pas aujourd'hui permis par les algorithmes qui ont été mis à disposition par les fabricants. Et là aussi, c'est activable avec un clic de bouton sur la plateforme. Et donc, on espère, avec cet algo-là, bien sûr, d'améliorer l'outcome patient, mais aussi l'efficacité des workflows pour la gestion de l'insuffisance cardiaque. Et ce qu'on fait, là, c'est la partie algo, mais on est aussi en train de construire la plateforme autour qui va faciliter une transition qui est un peu difficile aujourd'hui entre les électrophysiologistes qui s'occupent du rythme cardiaque et les spécialistes de l'insuffisance cardiaque. C'est deux mondes qui se parlent au final assez peu. Et l'objectif, c'est que via la plateforme Implicity et cet algo, on puisse faciliter les discussions et le workflow entre ces deux types d'équipes. Et donc, ce qu'on a beaucoup apprécié dans le travail sur ce projet Hydro, c'est d'avoir accès à ces données SNDS de 3,8 millions de patients. C'est une chance probablement unique au monde. Je ne connais pas beaucoup de startups qui ont accès à une telle volumétrie de données. C'est d'avoir eu accès à un environnement de data science fonctionnel. On avait accès à du Jupyter Notebook, du Python, du R, du Spark pour les traitements un peu plus massifs, et une très grande disponibilité et aide des équipes du Health Data Hub qui nous permettent de naviguer un peu dans l'écosystème avec la CNAM, avec avoir accès à des experts épidémiologistes, etc. Donc ça nous a beaucoup aidé au lancement du projet, et ils continuent de nous accompagner chaque année pour updater nos données avec les nouvelles données de la CNAM. Donc là, typiquement, on est déjà en train de travailler sur l'intégration des données 2022. Les points qui seraient probablement améliorés, c'est la plateforme n'est pas toujours très stable. Typiquement, on n'a pas des utilisateurs par data scientist, donc il suffit qu'il y en ait un qui lance un notebook un peu trop chargé en RAM, ça fait planter la plateforme pour tout le monde. Et puis, c'est plutôt en mode notebook, donc ce n'est pas vraiment l'environnement idéal pour permettre un développement industriel. Donc, on peut assez difficilement faire des scripts pour construire un vrai logiciel directement sur la plateforme du hub. On y est arrivé, mais c'était un peu laborieux. Et donc, ce qu'on a beaucoup appris, c'est que, le SNDS permet de traiter beaucoup de cas d'usage. Donc là, j'ai parlé du cas d'usage Hydro, c'est-à-dire un algo de prédiction. On a aussi travaillé sur l'analyse des biais qui pouvaient exister dans les survies de patients pour ceux qui sont monitorés par des plateformes standards versus la plateforme Implicity. Donc, c'est un projet évidence. Et ça nous permet derrière de nous assurer que les effets bénéfiques de l'algo ne sont pas liés plutôt à du remote monitoring Implicity plutôt qu'à l'algorithme lui-même. Donc voilà, il y a beaucoup de variétés de cas d'usage. Les partenaires étaient là pour nous aider. C'est beaucoup plus difficile au début et c'est de plus en plus simple pour nous aujourd'hui. Et peut-être ce que moi j'ai retenu avec l'équipe de cette expérience-là, c'est que si on essaye, et surtout si on discute avec d'autres startups qui nous demandaient des conseils sur comment aborder le sujet SNDS, c'est de ne pas essayer de l'attaquer dans son intégralité tout de suite. Il faut avoir un use case précis parce que les données sont immenses, la documentation n'est pas toujours facile à appréhender. Et donc nous, typiquement sur Hydro, notre sujet, c'était les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc on s'est concentré dessus. Et il y avait déjà largement assez de travail pour essayer de construire une qualification de ces hospitalisations qui fasse sens et qui soit suffisamment qualitative pour permettre le développement de l'algo. Et après, petit à petit, on a étendu notre exploration des données SNDS et amélioré notre expertise sur d'autres aspects. Autre point important, c'est les biais qui existent. Donc, typiquement, on s'est rendu compte en travaillant sur ce sujet d'hospitalisation que utiliser par exemple les GHM était beaucoup trop biaisé vers du financier et donc ne nous permettait pas d'avoir une vraie qualification médicale de l'état du patient. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais justement, commencer petit permet de bien identifier tous les biais et pas se retrouver avec un modèle qui a l'air de bien prédire dans la réalité, en rétrospectif, mais qui performera très mal dans la réalité. Donc voilà en quelques mots ce qu'on a pu faire sur le projet Hydro. Merci encore Health Data Hub. Bonjour à tous, moi c'est Pierre Ornus, moi je suis dirigeant et fondateur donc, de Semeya, et on va vous raconter un peu ce qu'on fait rapidement et ce qu'on a fait avec du SNDS. Donc Semeya aujourd'hui c'est de la télésurveillance, donc plusieurs pathologies, avec un workflow relativement classique. D'abord les données on les collecte, ensuite on les traite avec des règles cliniques d'alerte pour les soignants, on les restitue de manière intelligible le plus possible. Et derrière, l'équipe de soins prend la décision thérapeutique qui convient avec 2-3 petits éléments spécifiques. Le premier, c'est qu'on a beaucoup investi sur la collecte de données automatiques. Donc, il n'y a pas de saisie patient ou soignant. On se collecte de données de ville, c'est-à-dire les labos d'analyse en ville pour la bio, l'assurance maladie pour les données de parcours, automatiquement sans qu'il y ait de saisie patient. Et sur la partie traitement, mais je vais en reparler après, au-delà des règles basiques cliniques, on a des algorithmes d'IA de
prédiction ou d'anticipation plutôt à partir du SNDS. Aujourd'hui, on a environ 60 équipes de soins qui utilisent la plateforme, un peu moins de 10 000 patients. Notre cœur business, c'est néphrologie et transplantation. En mineur, on a l'oncologie, on a près de 2 000 patients. Et la psychiatrie, on a 1 500. Le diabète et la rhumato viennent de démarrer. Et puis, on prévoit les Mickey et l'AVC dans les mois qui viennent. Voilà un peu la diffusion. Et c'est environ 300 médecins qui l'utilisent. Donc pourquoi on a travaillé sur le SNDS? On a eu un problème notamment en oncologie et en néphrologie, où on avait des cohortes trop grandes pour les soignants. C'est-à-dire que quand ils ont 50, 60, 100 patients, à gérer, ça va, il y a les alertes tous les jours, toutes les semaines, ça se passe bien. Dès qu'on arrive à 400, 500, 600, 700 patients pour une équipe de soins, ça commence à être difficile. Et ils ont eu des demandes de pouvoir anticiper et cibler les patients les plus à risque. Ils ont dit comment on peut finalement ne pas réagir et visualiser ceux qui sont plus à risque pour les convoquer en consulte avant ou les appeler de manière préventive. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé et qu'on a utilisé le SNDS pour faire ces modèles-là pour leur délivrer. Donc qu'est-ce qu'on a fait à date? On a d'abord fait des modèles sur les risques d'observance et d'hospice. Alors le premier modèle, c'est en oncologie. Il y avait un sujet en onco sur le cancer du sein et les patientes qui étaient sous traitement oral. C'était le fait que les soignants les voyaient tous les ans, tous les 18 mois, et n'avaient pas forcément connaissance d'un arrêt de traitement qui peut être dommageable. Et donc, ils voulaient savoir finalement quelle patiente il faut que je voie le plus tôt possible ou le plus fréquemment possible pour éviter ces arrêts de traitement. Et donc, on a utilisé le SNDS pour faire un modèle là-dessus sur quelles patientes en cancer du sein sont à risque d'arrêt de traitement ou de mauvaise observance et comment on le repère le plus tôt possible. On a aussi un sujet sur les tox, qui est un peu mineur, mais je ne vais pas en parler ici. On a d'autres choses sur la transplantation, sur l'observance aussi et la perte de greffons, et en psychiatrie, sur les personnes bipolaires et leur réhospice. Donc tout ça, c'est des modèles qui sont en production aujourd'hui, qui sont utilisés par les soignants, qui ont plutôt des bons scores. Alors pour le coup, c'est publié, parce qu'on pourrait trouver les références. Et le fait de publier ou des posters en conférence ou dans la presse scientifique, c'est quand même assez important pour les médecins. Avant la publication, c'était dur de leur expliquer l'intérêt. Depuis qu'on publie, ils sont plus à même de l'utiliser. Donc voilà, on a fait le Neurips. Alors, soit des publications plutôt côté IA, donc Neurips par exemple, ou NIPS maintenant, et plutôt médical, comme la San Antonio sur l'oncologie, voilà, des journaux divers et variés qui permettent d'afficher finalement une performance et un intérêt clinique. Aujourd'hui, on n'a pas de médecins en interne, on n'a pas de chercheurs, nous, en interne. On a une équipe data qui sont au service des chercheurs qui on travaille. Ils ont un besoin, on leur dit voilà les données qu'on peut avoir, comment ça peut se passer, les data scientists qui peuvent vous aider, mais on n'a pas, nous, on va susciter nous-mêmes le besoin. Ça vient toujours des chercheurs ou des médecins. Là, les modèles qu'on est en train de faire, qui sont nouveaux, on avait une petite limite en faisant du pur SNDS, c'est la partie clinique. Notamment dans les publications, on avait beaucoup de refus liés à l'absence de données cliniques dans nos données cliniques pures, dans nos modèles. Et donc là, on change un peu de braquet, on va rentrer dans des appariements entre, comme Hydro, entre les données cliniques et le SNDS. Donc par exemple en transplante, on va avoir des données d'une grosse cohorte qui s'appelle DIVAT, dans la greffe de rein, qu'on a apparié, parce que là on a eu les accords alors c'est un peu long, mais de la CNIL, de tout le monde. Donc on va avoir on a une cohorte plus large avec les données du SNDS, donc de traitement, d'hospitalisation sur une longue durée, et données cliniques qui viennent de la cohorte. De la même manière, en psychiatrie, on travaille aussi sur des questionnaires qui sont adressés. On a près de 2000 patients et un appariement aussi au SNDS pour avoir tout leur parcours de soins réhospice qui ne sont pas forcément faciles à capter par un arc dans un essai clinique. Donc on a vraiment ce changement de braquet, de passer de modèles purs SNDS à des modèles appariés cliniques SNDS pour enrichir les données qui sont difficiles à capter manuellement. Et dernier point, on a aussi eu l'accord de la CNIL
et de la HAS sur une méthodologie innovante pour utiliser le CDS pour évaluer l'impact de nos solutions. Donc au lieu de faire une clinique, on va appeler tous les patients, on a un modèle un peu hybride, clinique SNDS, pour évaluer la télésurveillance. Donc on a pas mal de projets là-dessus, on voit bien tout ce que ça peut amener comme complément par rapport aux données qu'on a en routine. Alors on voit, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses intéressantes. Le point le plus simple, hein, c'est le fait de capter des données sur le long terme est beaucoup plus large. Tous les traitements, tous les décès par cause, les réhospites à 2, 3, 4, 5 ans, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais sur les données, ou très rarement sur les données courantes. Et puis aussi, données qui sont très fréquentes, on va savoir quel traitement il prend, quelle date, quelle consulte il a faite, quel hospice. On va avoir des choses très précises sur une longue durée, et on va pouvoir avoir des éléments assez rares, notamment pour des modèles type deep learning, c'est extrêmement utile. Après, les limites, bon, la première, elle est déjà identifiée, hein, c'est des accès qui sont extrêmement longs. En moyenne, on met 18 mois pour l'accès aux données, donc c'est assez long et c'est assez peu compréhensible par les médecins qui on travaille. Mais je sais que ça, c'est connu et que c'est en cours d'études. L'autre sujet, c'est l'étude qu'on appelle, nous, en population générale. En fait, aujourd'hui, en tant qu'industriel, on n'a pas accès à l'EGB ou le nouvel ESND, donc l'échantillon général des bénéficiaires. Et ça, c'est une limite pour les études en population générale. Et vraiment le gros point, mais que Issam a évoqué aussi, c'est l'expertise. Qu'on a démarré, on a fait plein d'erreurs. On a fait vraiment beaucoup d'erreurs par manque de connaissances de comment étaient codés les actes. Et alors, il se trouve que mon père est médecin DIM, et honnêtement, sans ça, je pense que je n'aurais jamais réussi à être de la CNDS. Et sans cette compétence-là, on peut faire des énormes erreurs. On a toujours une première phase où on confronte aux médecins, aux chercheurs, nos résultats, où ils nous rient au nez, et après on creuse pour se planter. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Le HDH est là aussi pour ça. Faire attention aux choses qu'on peut dire trop vite et qui sont complètement fausses. Et le dernier point, on a un super modèle avec le SNDS, c'est génial. Et on dit, bon ben voilà, donc il nous faut tous les traitements depuis 10 ans pour pouvoir prédire. Par contre, appeler les patients pour leur dire depuis 10 ans vous avez pris quel traitement, c'est compliqué. Donc nous, on a dû faire un connecteur aux données de la Sécu pour récupérer automatiquement et en temps réel les données nominatives de remboursement, donc traitement, consultation, pour pouvoir appliquer les modèles en temps réel et de manière simple. Donc attention, faire un beau modèle c'est bien, mais il faut penser à l'utilisation dans la vie réelle, concrètement pour les soignants. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Moi, je vais jouer le petit rôle de modérateur pour cette session. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il y en a 2. Donc. Hop. Pardon, je commence? Oui, bien sûr. Oui. Merci. Non, vas-y. Peut-être une rectification. Donc, le 18 mois est aujourd'hui passé en moyenne à 10 mois. Voilà, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. On travaille et on espère améliorer encore. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, moi j'avais une question pour Implicity. J'imagine, je conduis des voitures, je sais pas, j'ai une Audi, et on me dit que pour évaluer mon risque accident et conséquences de l'accident, on va pouler mon Audi avec Fiat, Hyundai et machin. En quoi c'est mieux que de regarder le risque individuel de l'outil connu? Pourquoi vous êtes allé chercher l'agrégation? En réalité, pour l'instant, on a un modèle par fabricant. Donc, si on veut, c'est comme s'il y avait un arbre de décision. On choisit d'abord quel fabricant on a et ensuite on a poolé les trucs. Mais du point de vue du médecin, c'est transparent. Il y a un seul algo qui s'active sur toute la cohorte de patients ou peu importe le fabricant. Mais l'entraînement est spécifique à Medtronic, par exemple. D'accord. Donc, vu du malade qui aurait un Medtronic, ça va lui parler de son risque à lui sous Medtronic ou du risque qu'il aurait, quel que soit l'appareil qu'on lui met? Risque Medtronic, c'est ça. Et lorsqu'on a fait un test de pooling, les performances étaient moins bonnes, mais on ne désespère pas, parce que normalement, plus on a de données, si on a des très bons modèles, a priori, on devrait quand même être capable de pooler les données de manière à optimiser les perfs encore. Mais ce n'est pas encore fait. Il y a une question, Stanley? Oui, Stanley Durleman, Docteur Memo.
J'ai deux petites questions pour Implicity. Donc, la première, c'est que vous avez expliqué que vous avez développé un dispositif médical entraîné à partir donc, de données d'Implicity et des données du SNDS. Donc, je voulais savoir comment étaient gérés les problèmes d'exploitation de la propriété intellectuelle qui résultaient de ça. Et deuxième petite question, donc vous avez dit que vous étiez dans une démarche de marquage CE et de clearance FDA. Est-ce que c'est uniquement basé sur les résultats de cette étude-là ou est-ce que vous avez dû répliquer sur des données indépendantes? Alors sur le sujet propriété intellectuelle, à ma connaissance, mais c'est pas moi qui gère directement ça, il y a pas de problème, quoi, dans le sens où l'algo est développé. On avait eu l'autorisation CNIL de le développer en utilisant les données SNDS. On était passé devant le CSRS aussi pour la partie éthique et la propriété intellectuelle appartiendrait à Implicity. Je vous confirme, hein, vous utilisez le SNDS, vous gardez toute la propriété intellectuelle. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, c'était quoi exactement? Sur le marquage CE, Ah est-ce oui. qu'il y a eu besoin de données Ouais. indépendantes? Non, c'était que les données SNDS et Implicity. Donc c'est que le projet Hydro dans sa mouture. Bonjour, c'est une question complémentaire. Yoann. J'aimerais savoir, en fait, avec ces 20 000 patients que vous aviez déjà, comment vous les avez obtenus, ces données des 20 000 patients, et quelles limites vous avez atteintes pour vous dire maintenant il faut absolument aller voir le SNDS, enfin les données du SNDS. Alors les 20 000 patients, c'est des patients qui sont télésuivis sur la plateforme Implicity. Et donc c'est la solution SaaS qui a été développée par Implicity qui permet de collecter les données d'un plan pour le routine care des médecins en cardiologie. Donc on avait déjà ces données-là pour le travail que font les médecins et les infirmières de télésurveillance classique. Ce qui nous manquait du coup, c'était les hospitalisations qui sont parfois saisies à la main en tant que données cliniques dans le dossier du patient sur la plateforme Implicity. Mais d'une, c'est pas complet et pas structuré. On avait la possibilité à terme, via de l'interopérabilité avec les systèmes hospitaliers, d'avoir accès à ces données-là, mais d'une, c'est pas fait. De deux, on ne sait même pas quand est-ce que ça sera vraiment complètement fait. Et donc, le but du projet avec le SNDS, c'était d'avoir accès à cette donnée complémentaire d'hospitalisation pour pouvoir l'utiliser comme cible lors de l'apprentissage avec comme variable explicative les données d'un plan. D'accord, donc c'est pas un problème de quantité de données, mais de paramètres dont vous n'aviez pas connaissance en fait. En fait, on n'a pas vraiment la donnée d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque côté Implicity. Là, si je peux me permettre de compléter de façon générale, parce qu'on travaille avec beaucoup de startups justement pour un accès à SNDS, beaucoup de startups viennent nous voir pour compléter justement de l'information sur leurs données auxquelles ils ont accès. Et donc, on organise un chaînage pour avoir une information contextuelle. C'est-à-dire, vous avez un accès à une base. Dans une base clinique, c'est classique. Hein, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé avant l'entrée dans la base et vous ne savez pas trop ce qui se passe après. Là, ça vous apporte plein d'informations contextuelles que vous pouvez utiliser dans vos algos. Pour préciser, au fait, on envoie nos données à nous pour qu'elles soient appariées avec celles de la CNAM et l'ensemble est mis à disposition dans l'espace du HDH avec le Jupyter Notebook, le Python, etc. On travaille là-bas. Une fois qu'on a fini, on exporte notre modèle sur notre plateforme. Et là, c'est pour, je pense que vous avez compris qu'il y a deux modèles. Et ça, c'est pour l'aspect recherche. Et chez Semeia, ils ont ça aussi, mais ils font aussi des connecteurs en direct. Peut-être que tu peux, voilà, en temps réel, avec les patients nominatifs pour chaîner avec leurs données cliniques. Oui. Nous, on n'est pas, le hub n'est pas une plateforme de déploiement, c'est une plateforme de recherche. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur la question de la propriété intellectuelle. Je n'ai pas de souci sur la propriété intellectuelle par rapport aux données qui sont moulinées par le SNDS. En revanche, vous vous servez de données qui sont issues des DMD fabricants. Alors, propriété, patient, etc., on ne va pas aller là-dedans, mais vous bénéficiez quand même d'une propriété intellectuelle qui vient des fabricants. Et donc là, comment ça se passe? Est-ce que vous rémunérez les fabricants? Comment ça se passe? Alors, à ma connaissance, on ne les rémunère pas et qu'il y a tout un département chez nous qui gère les relations avec les fabricants. Je pense que c'est, enfin, le terme est peut-être galvaudé, mais c'est une coopétition dans le sens où eux, la télésurveillance, ce n'est pas le cœur de leur métier, sinon ils auraient fait des plateformes plus performantes. Enfin, ils en font depuis 15 ans quand même. Hein. Oui, mais on peut en penser ce qu'on veut, mais voilà, c'est pas forcément le cœur de métier. Le principal pour eux, c'est de développer et de vendre des implants, des dispositifs médicaux. Et donc, quand les équipes médicales souhaitent mettre en place Implicity ou l'activer, eux sont plutôt dans un état d'esprit de collaboration plutôt que... J'entends bien, mais donc vous avez développé une solution qui est hyper importante. Hein. Je ne remets pas du tout en question la valeur de la solution, mais elle est là pour simplifier la vie des médecins et voilà. Et
Voilà, donc c'est un peu chacun son métier, n'empêche que je ne sais pas quel est le partenariat avec les fabricants, mais pour moi, c'est un point hyper important. Parce que sans les données des fabricants, vous pouvez rien faire avec Ah oui, de toute Implicity. façon, mais sans les implants, il n'y aura pas de données, donc nous, on peut rien faire du tout. Bonjour. Dans une perspective de réutilisation et de mutualisation des algorithmes, est-ce qu'il y a des démarches à envisager typiquement dans l'exposé de Semeya, il y avait un appareillage en temps réel avec la CNAM, c'est ça? On peut imaginer que ce type de dispositif puisse être réutilisable sur d'autres projets? Alors, il y a deux choses. Il y a l'appariement de données de cohorte avec le SNDS. Ça, oui. Alors, une demande d'accès, elle est sur un objectif et sur un périmètre défini. Donc, on ne peut pas dire. Enfin, un repos de données, c'est autre chose. Dans notre demande, c'est une étude. Donc, on ne peut pas dire les données que j'ai appareillées sur mon objectif, je les réutilise pour autre chose sans passer par la CNIL et le CESRES, en l'occurrence le Je HDH. parlais plus du dispositif d'appareillage avec la CNAM. En temps réel, Ouais. de native. Ça, c'est un connecteur. Alors, pour le coup, on le met à disposition d'autres acteurs du numérique s'ils le souhaitent. Donc, il y en a plusieurs qui l'utilisent autres que nous. Donc, qui, pour leur propre usage, ont besoin d'avoir ces données. Oui. Ça n'a pas vocation à devenir un petit peu un bien commun US Alors Data, ça, faut voir avec l'assurance maladie, je ne peux pas vous dire. Dans une logique d'industrialisation des développements, on peut imaginer que ce type de développement va être répété un petit peu à l'infini. En tout cas, les échanges que j'ai moi avec, alors c'est plutôt l'assurance maladie que le HDH. Le HDH est plus sur la partie anonymisée. Merci. Sur la partie, c'est plutôt avec la CNAM, on échange beaucoup avec eux. Eux, ils voient plutôt d'un bon oeil que quelqu'un comme nous s'attaque à ce problème-là, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, pas forcément le temps de le faire. Après, nous, on propose la solution à d'autres entreprises qui l'utilisent. Notamment, il y a des boîtes qui utilisent dans la coordination. Par exemple, alors c'est pas Babois, je connais moins, mais globalement, ils en ont besoin par exemple dans les SIAD, pour les tournées, de savoir en amont les traitements du patient pour prévoir qu'est-ce que je vais lui faire comme analyse sanguine, qu'est-ce que je vais lui dire. Donc, c'est pas des patients qui sont âgés, forcément eux-mêmes connaissance du traitement qu'ils prennent, ils ne savent pas ce qu'ils prennent comme traitement. Et donc, ça permet à cette boîte-là d'avoir ces traitements-là. Pareil sur l'anesthésie, pour les conditions pré-anesthésiques, c'est intéressant pour un anesthésiste d'avoir la liste de traitement un peu organisée. Il y a plein de use cases hors télésurveillance. Nous, on est télésurveillance. Il y a plein de use cases hors télésurveillance dont fait profiter ce qu'on a fait. Alors, on a mis quand même 2 ans et demi à le faire. C'est pas si simple. C'est un peu. Il y a des éléments juridiques, des éléments techniques. Il faut une touche d'intelligence par-dessus pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est ça qu'on met à disposition. On a aussi des camarades télésurveilleurs qui l'utilisent dans d'autres aires thérapeutiques que les nôtres. Et voilà, nous, on est là pour partager le résultat. On l'a fait parce qu'on devait le faire à la base, mais maintenant qu'on l'a fait, on met à disposition d'autres personnes. Une dernière question peut-être. Bonjour, Mulissu, Head of Data chez Resilience. 2 dernières questions, ensuite on arrêtera. Pardon, Ali. J'avais une question au sujet de l'échantillon SNDS. J'avais pas intégré l'information comme quoi c'était restreint aux industriels. Est-ce que, donc ma question s'adresse plutôt au HDH. Est-ce qu'il y a des réflexions Là, mince. Donc ma question s'adresse plutôt. Cela dit, il y a une à table toi. ronde sur les initiatives publiques avec le HDH. Donc, Ok, ma question était juste, est-ce qu'il y a une réflexion pour ouvrir l'échantillon du SNDS aux industriels? on en parle. Ok. À réserver Merci beaucoup pour ces 2 beaux exemples d'utilisation de chaînage d'informations, de clinique d'un côté et puis d'utilisation du système de soins de l'autre. Ma question, c'est plutôt par rapport à comment ça s'exporte. Parce que c'est vrai que c'est très adapté à comment le système français marche. Alors, vous faites des belles preuves de concept de comment ça peut se mettre dans le système de santé aujourd'hui, mais comment vous allez européaniser dans un premier temps et peut-être mondialiser ce genre de méthode? Pour Semeya, puis je te laisserai après. Alors, c'est vrai que c'est très français, ce qu'on a fait aujourd'hui. Pour autant, on a eu pas mal de gens qui nous ont sollicité d'autres pays, parce que les autres pays ont aussi en fait, des données de remboursement qu'ils n'exploitent pas. Et donc, ils ont dit, mais tous les algorithmes qui disent en fonction de tel traitement, vous avez telle pathologie, et donc ça veut dire ça, ça intéresse en fait d'autres gens.
qui ont les mêmes problématiques. Après, il faut refaire une partie du boulot, on est d'accord, mais on a été sollicité en Espagne et en Allemagne, alors pas l'Espagne, c'est la région de Catalogne, c'est pas l'Espagne, parce que c'est pas région là-bas, qui étaient intéressés par ça, avec leurs propres données finalement à eux, comme ils ont une base un peu moins large, ils ont eu moins de travaux dessus, et ce qu'on a fait en France, ça intéresse de tester, alors pour l'instant c'est tester, hein. Tester à quel point on peut retrouver des choses sur leurs données à eux d'assurance. Je crois que c'est un truc qu'on fait là, c'est un truc qui existe aux US depuis longtemps. Sur les assureurs privés américains, ils font déjà en fait ce genre de choses. C'est des choses qui existent déjà aux US. Donc c'est quand même exportable. Après oui, c'est pas presse-bouton, je pose mon algorithme direct. Mais alors nous on a travaillé sur on convertit les bruits du SNDS sont assez complexes. On les convertit dans un format qui s'appelle OMOP, qui est un format international, et nos algorithmes sont basés sur le format OMOP. Donc en fait, le travail à faire, c'est pas de refaire l'algorithme, c'est de convertir les données des autres pays en format OMOP et là-dessus de poser l'algorithme. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Et c'est comme ça d'ailleurs que je recommande à tout le monde de travailler, parce que sinon, effectivement, ce ne sera jamais exportable. Mais cette phase de données de consommation, j'en fais des données OMOP, oui, ça c'est à construire ailleurs. Et un peu lié à ça, même si ça c'était l'Europe, maintenant j'ai envie de dire au niveau régional français, est-ce que vous observez des biais dans justement, parce que les pratiques médicales peuvent changer peut-être? Oui, on a une composante régionale. Oui, il y a des écarts. Alors, il y a des écarts d'école. On travaille beaucoup en transplante. Les traitements à Nantes, à Toulouse, à Bordeaux, en fait, vont pas être les mêmes forcément. La manière de travailler va pas être la même. La manière de collaborer avec les centres périphériques va pas être la même. En oncologie aussi, il y a des effets d'école, il y a des effets d'accès aux soins. On a vu que sur l'observance, on a beaucoup travaillé là-dessus. Un des critères, c'est la distance au établissement de référence. Plus vous êtes loin de votre référence, moins vous serez observant votre traitement. Vous avez des risques d'être inobservant à votre traitement. Donc on voit bien qu'il y a des éléments régionaux qui jouent, et d'école, et de distance, et de pratique locale. Donc oui, c'est intégré dans l'algorithme, ça ressort. D'ailleurs, ça a pas mal surpris les médecins. Les deux choses qui ont surpris les médecins, c'est ça, et c'est ce que les médecins disent la plupart, et c'est vrai, ce que vous me sortez, globalement, on le savait, c'est intuitif, il n'y a pas de grande révolution. On montre les modèles, ils ne vont pas nous dire « Ah là, c'est incroyable, on n'avait jamais anticipé ça ». Ça ne passe pas comme ça. Oui, globalement, on visualise, après ça, pas de le quantifier. Mais c'est ça, et on utilise une variable écologique qui est la commune de résidence du patient, avec un indice de privation économique de la commune sur des quintiles. Ça joue aussi. Donc voilà, c'est un peu surpris, mais oui, le côté régional, la localisation joue pas très fortement, mais clairement, ça joue. Ouais, peut-être juste sur le point de l'internationalisation possible ou pas. Notre cas, à nous, était peut-être un peu plus particulier dans le sens où on a développé l'algo. Et dans le cadre de la discussion avec la FDA ou pour le marquage CE, il faut démontrer dans l'étude clinique est-ce que les différences de population ont un impact ou pas. Et là, ça se discute un peu au cas par cas. Voilà, merci. Juste moi, pour peut-être compléter encore aussi quelques informations. Au HDH, on coordonne les use cases à l'échelle européenne avec de l'utilisation SNDS côté français. Les pays nordiques ont des équivalents. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est important. Mais on coordonne aussi des choses avec la Belgique. Enfin, voilà, il y a des bases équivalentes. Maintenant, il faut arriver à les utiliser, comprendre comment ça se passe. Mais ça devrait être facilité. Et deuxième point, on a parlé de OMOP. Ça, c'est un des gros chantiers du HDH. Donc, ça y est, une très grosse partie du SNDS est passée en OMOP. Et ça sera fini intégralement, je pense, d'ici fin de l'année.